Dans le silence glacé d'un hangar classifié, quelque part dans le désert du Nevada, 3 hommes en blouse blanche se tenaient immobiles, leur souffle visible dans l'air réfrigéré. Devant eux, reposant sur une table d'examen en acier comme quelque artefact extraterrestre récupéré d'un autre monde, se trouvait une seule pale d'hélice. Elle mesurait plus de 5,50 m de la pointe au moyeu, et sa surface brillait d'un éclat métallique qui semblait presque organique sous la lumière crue des néons. L'année était 1961. La guerre froide avait atteint sa phase la plus dangereuse. Les forces américaines et soviétiques se faisaient face de part et d'autre d'une Europe divisée. Chaque camp était armé de suffisamment d'armes nucléaires pour détruire la civilisation plusieurs fois. L'équilibre de la terreur dépendait de la capacité de chaque superpuissance à acheminer ses armes vers leur cible. Et ces 3 ingénieurs de la CIA étaient sur le point de découvrir quelque chose qui allait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la physique de l'aviation. Le docteur Harold Weissman, le chef d'équipe, fit lentement le tour de la pale, ses yeux suivant les courbes impossibles de sa surface. Il avait passé 23 ans à concevoir des hélices pour l'armée américaine. Il avait travaillé sur le B-29 Superfortress, l'avion qui avait largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Il avait été consultant sur le Lockheed Constellation, l'élégant avion de ligne qui avait révolutionné le voyage transatlantique. Il avait littéralement écrit des manuels sur l'aérodynamique des hélices qui étaient encore utilisés au MIT et à Caltech. Des manuels que les étudiants en doctorat à travers l'Amérique mémorisaient et citaient comme paroles d'évangile. Et pourtant, en regardant cette pale d'hélice soviétique, il ne pouvait pas comprendre comment elle fonctionnait. Les chiffres ne correspondaient pas. La physique n'avait pas de sens. Tout ce que ces décennies d'expérience lui disaient suggérait que cette pale ne devrait pas être capable de faire ce qu'elle faisait manifestement. Si vous êtes fasciné par les histoires incroyables de technologie de la guerre froide et les batailles secrètes menées entre superpuissances, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Votre soutien nous aide à mettre en lumière davantage de ces histoires historiques méconnues. L'histoire de comment cette pale d'hélice s'est retrouvée sur cette table d'examen ne commence pas dans les déserts du Nevada, mais dans les étendues gelées de Sibérie, près d'une décennie plus tôt. Elle commence avec un homme nommé Andrei Nikolaïevitch Tupolev, et avec un défi qui semblait, selon toutes les mesures de l'ingénierie des années 50, complètement impossible. Tupolev était en 1951 le concepteur d'avions le plus célèbre d'Union soviétique. Sa carrière remontait aux premiers jours de l'aviation russe. Il avait construit son premier avion en 1925, un biplan monomoteur construit principalement en bois et en toile. Depuis lors, il avait conçu des dizaines d'avions qui étaient devenus l'épine dorsale de l'aviation militaire et civile soviétique. Son bombardier lourd, TB-3, avait été l'avion le plus avancé de son type au début des années 30. Son TU-2 avait été l'un des bombardiers tactiques les plus efficaces de la Seconde Guerre mondiale. Son TU-4, une copie rétro-conçue du B-29 américain, avait donné à l'Union soviétique sa première capacité de bombardement stratégique. Mais le chemin de Tupolev vers la notoriété n'avait pas été sans embûches. En 1937, au plus fort des grandes purges de Staline, il avait été arrêté sur des accusations fabriquées de sabotage et d'espionnage. Il avait été condamné à mort, une sentence plus tard commuée en 15 ans de goulag. Mais même en prison, ses compétences étaient trop précieuses pour être gaspillées. Il fut transféré dans un bureau d'études spéciales au sein du système pénitentiaire, où lui et d'autres ingénieurs emprisonnés étaient forcés de continuer leur travail sous garde armée. C'est là, derrière les barbelés et les miradors, qu'il avait conçu le bombardier Tu-2, qui allait plus tard se révéler si précieux contre les envahisseurs nazis. Tupolev fut libéré en 1943, sa condamnation discrètement annulée, ses contributions à l'effort de guerre récompensées par des médailles et des honneurs. Mais il n'oublia jamais ses années de prison. Il n'oublia jamais les collègues qui n'avaient pas survécu, et il n'oublia jamais la leçon qui lui avait été si brutalement enseignée. Dans l'Union soviétique de Staline, l'échec n'était pas simplement un revers professionnel, c'était une condamnation à mort. Au printemps de 1951, Staline convoqua Tupolev au Kremlin. La réunion eut lieu dans le bureau privé de Staline, une pièce décorée de lourds rideaux et de portraits de Lénine, où la température était maintenue inconfortablement chaude malgré le froid de la fin d'hiver à l'extérieur. Staline avait 71 ans cette année-là, sa santé commençant à décliner, mais son emprise sur le pouvoir restait absolue. Sa parole était loi, son mécontentement était la mort. Tupolev, qui avait passé 6 ans dans les goulags de Staline pendant les grandes purges, sentit la tension familière dans sa poitrine alors qu'il se tenait devant le dictateur. Il se souvenait des interrogatoires, de la privation de sommeil, des accusations sans fin. Il se souvenait avoir signé des aveux pour des crimes qu'il n'avait jamais commis,
sachant que le refus signifiait la torture et la mort. Il se souvenait des visages d'amis et de collègues qui avaient été emmenés dans la nuit et jamais revus. Staline ne lui offrit pas de siège. Au lieu de cela, le dirigeant soviétique étala une carte du monde sur son bureau, le papier craquant en se dépliant. Son doigt traça une ligne de Moscou à Washington, traversant la vaste étendue de l'océan Arctique, parcourant plus de 12 000 km à travers certains des espaces aériens les plus hostiles de la Terre. L'Union soviétique avait besoin d'un bombardier, expliqua Staline. Sa voix était calme, presque conversationnelle, mais Tupolev comprenait la menace derrière chaque mot. Pas n'importe quel bombardier, mais un qui pourrait atteindre le continent américain, larguer sa charge et rentrer chez lui. Un aller-retour de plus de 15 000 km, et il devait être opérationnel dans les 5 ans. Tupolev comprit immédiatement pourquoi il avait été convoqué. Les Américains avaient le B-36 Peacemaker, un bombardier intercontinental massif qui pouvait frapper les villes soviétiques depuis des bases sur le territoire continental des États-Unis. C'était un avion énorme, le plus grand bombardier jamais construit, avec une envergure de 70 mètres et la capacité de transporter près de 40 tonnes de bombes sur des distances dépassant 10 000 km. Les défenses aériennes soviétiques n'avaient aucun moyen fiable de l'arrêter. Les bombardiers américains pouvaient atteindre Moscou, Leningrad, Kiev et tous les grands centres industriels soviétiques, et il n'y avait rien que l'armée de l'air soviétique puisse faire. Ce déséquilibre stratégique était intolérable. L'Union soviétique avait testé sa première bombe atomique en 1949, brisant le monopole nucléaire américain. Mais une bombe sans système de livraison était inutile. Les bombardiers soviétiques de l'époque, y compris le Tu-4 de Tupolev lui-même, n'avaient pas l'autonomie pour frapper des cibles américaines et rentrer. Ils pouvaient peut-être atteindre le continent américain lors de missions sans retour, mais de telles attaques seraient des missions suicides, coûteuses en équipages entraînés et en avions, et finalement insoutenables. L'Union soviétique avait besoin d'un véritable bombardier intercontinental, un qui pourrait égaler ou dépasser les capacités du B-36. Mais les défis d'ingénierie étaient colossaux. L'Union soviétique n'avait pas encore de moteurs à réaction assez puissants pour une telle mission. La consommation de carburant des avions à réaction pure rendait l'autonomie requise mathématiquement impossible avec la technologie existante. Les bombardiers à réaction américains comme le B-47 pouvaient à peine atteindre le territoire soviétique depuis des bases avancées en Europe, et c'était avec ravitaillement en vol. Un bombardier à réaction avec une véritable autonomie intercontinentale nécessiterait une technologie qui n'existait pas encore. Il y avait une autre option, les moteurs turbopropulseurs qui combinaient l'efficacité des hélices avec la puissance des turbines à réaction. Mais la technologie turbopropulseur en 1951 en était encore à ses balbutiements. Les moteurs turbopropulseurs les plus puissants au monde produisaient peut-être 5000 chevaux, bien moins que ce qui serait nécessaire pour un avion de la taille et de l'autonomie que Staline exigeait, et les hélices elles-mêmes avaient des limitations fondamentales qui semblaient rendre les performances requises impossibles. Tupolev retourna à son bureau d'études à Moscou et rassembla ses ingénieurs les plus fiables. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils travaillèrent sur les calculs, remplissant les tableaux noirs d'équations et couvrant le sol de dessins abandonnés. Ils analysèrent chaque aspect du problème. Le poids de l'avion, le carburant nécessaire pour la mission, la puissance requise des moteurs, l'efficacité exigée des hélices. Ils envisagèrent des dizaines de configurations, des conceptions conventionnelles aux concepts exotiques qui n'avaient jamais été essayés. La réponse, quand elle émergea finalement, était à la fois élégante et terrifiante dans son audace. Ils utiliseraient des moteurs turbopropulseurs, comme Tupolev l'avait soupçonné, mais pas des turbopropulseurs ordinaires. Ces moteurs devraient produire plus de puissance que n'importe quel groupe motopropulseur d'avions jamais construit, plus de 3 fois la puissance des moteurs les plus puissants alors en existence. Ils devraient entraîner des hélices plus grandes et plus efficaces que tout ce qui avait jamais volé. Et pour atteindre les performances requises, ces hélices devraient tourner à des vitesses qui, selon tous les manuels d'ingénierie occidentaux, les feraient se désintégrer. L'homme chargé de concevoir ces moteurs impossibles était Nikolai Dmitrievitch Kouznetsov, un ingénieur brillant qui avait appris son métier en construisant des moteurs de chars pendant la Grande Guerre patriotique. Kouznetsov était plus jeune que Tupolev de près de 2 décennies, faisant partie d'une nouvelle génération d'ingénieurs soviétiques qui avaient grandi pendant les campagnes d'industrialisation des années 30. Il s'était formé à l'Académie de l'armée de l'air Joukovski, où il avait absorbé à la fois les fondements théoriques de l'ingénierie aéronautique et les compétences pratiques nécessaires pour transformer la théorie en réalité. Pendant la guerre, Kouznetsov avait travaillé sur les moteurs diesel du char T-34,
le véhicule blindé qui avait renversé le cours de la guerre contre les envahisseurs nazis. Il avait appris de précieuses leçons sur la conception de moteurs capables de survivre aux conditions brutales du combat. Des moteurs qui pouvaient continuer à fonctionner même endommagés, même mal entretenus, même poussés bien au-delà de leurs limites de conception. Ces leçons allaient s'avérer inestimables dans les années à venir. Kouznetsov comprit que la clé du problème ne résidait pas dans les moteurs eux-mêmes, mais dans les hélices qu'ils entraîneraient. Construire une turbine de 15 000 chevaux était difficile, mais réalisable avec la technologie soviétique existante. Le vrai problème était de convertir cette puissance en poussée assez efficacement pour atteindre l'autonomie requise. Et cela signifiait résoudre le problème de l'hélice. Les avions à hélice conventionnels de l'époque faisaient face à une limitation fondamentale qui avait contraint les concepteurs depuis les années 30. À mesure qu'une pale d'hélice tourne plus vite, les extrémités de la pale commencent à approcher la vitesse du son. L'air se comporte très différemment lorsqu'il approche et dépasse la vitesse sonique. L'écoulement lisse et prévisible qui caractérise l'aérodynamique subsonique cède la place aux ondes de choc, à la turbulence et à des augmentations dramatiques de la traînée. Lorsque les extrémités des hélices atteignent cette région transsonique, quelque part entre environ 70 et 100% de la vitesse du son, des ondes de choc se forment le long de la surface de la pale. Ces ondes de choc réduisent dramatiquement l'efficacité de l'hélice, réduisant parfois la poussée de moitié ou plus. Elles créent également d'énormes contraintes structurelles sur la pale, des contraintes qui peuvent faire vibrer violemment la pale, la déformer, ou même la faire éclater de façon catastrophique en vol. Ce phénomène, connu sous le nom de compressibilité, avait été le fléau des concepteurs d'hélices depuis l'avènement des moteurs d'avion à haute puissance. Les Américains avaient traité ce problème en limitant les vitesses en bout de pale, ce qui limitait à son tour la puissance qui pouvait être extraite de leur moteur. C'est pourquoi les avions à réaction avaient commencé à remplacer les avions à hélice pour les applications à haute performance. À la fin des années 40, il était admis dans le monde entier de l'aviation que les hélices avaient atteint leur plafond de développement, que la physique de l'écoulement transsonique plaçait des limites absolues sur ce que les pales rotatives pouvaient accomplir. Kouznetsov refusa d'accepter cette sagesse. Il avait vu trop de vérités acceptées être renversées au cours de sa carrière. Il avait vu l'industrie soviétique accomplir des choses que les experts occidentaux avaient déclarées impossibles. Et il comprenait que dans l'Union soviétique de Staline, accepter l'impossible n'était pas une option. Travaillant dans un bâtiment d'usine reconverti à l'extérieur de Moscou, son équipe commença à expérimenter des conceptions d'hélices radicalement nouvelles. L'installation était froide en hiver et étouffante en été, avec un chauffage et une ventilation inadéquats. L'équipement était souvent improvisé à partir de tout ce qui pouvait être récupéré ou réquisitionné. Les heures de travail étaient brutales, les ingénieurs restant régulièrement à leur poste pendant des jours entiers lors des phases de tests critiques. Ils testèrent des dizaines de formes de pales, chacune poussant plus loin dans le régime transsonique interdit. Ils développèrent de nouvelles techniques de fabrication, utilisant des matériaux et des alliages qui n'existaient officiellement dans aucun catalogue industriel soviétique. Ils firent tourner leurs moteurs d'essai jusqu'à ce qu'ils explosent, puis les reconstruisirent et les firent tourner à nouveau. Quand les pales se brisaient, en voyant des fragments hurler à travers l'installation d'essai comme des éclats d'obus d'artillerie, ils analysaient les schémas de rupture, ajustaient la conception et réessayaient. À l'été 1952, ils avaient accompli quelque chose de remarquable. Ils avaient créé une pale d'hélice avec une forme si inhabituelle, si contraire à la théorie aérodynamique conventionnelle, que les ingénieurs occidentaux qui l'examineraient plus tard supposeraient initialement qu'ils regardaient un défaut de fabrication plutôt qu'une conception délibérée. La pale était en flèche à un angle extrême, comme l'aile d'un chasseur à réaction. Mais la flèche variait le long de sa longueur selon une courbe complexe qui semblait presque organique. Près du moyeu, où la pale s'attachait au cône central, la flèche était relativement modeste, peut-être 15 ou 20 degrés. Mais à mesure que l'œil voyageait vers l'extérieur, en direction de l'extrémité, la flèche augmentait progressivement, atteignant près de 45 degrés à la section la plus externe. Cette variation n'était pas linéaire, mais suivait une courbe soigneusement calculée qui avait nécessité des mois de tests en soufflerie pour être optimisée. La distribution de l'épaisseur était différente de tout ce qui existait dans la littérature d'ingénierie occidentale. Les pales d'hélice conventionnelles étaient conçues pour être épaisses près du moyeu, où les charges structurelles étaient les plus élevées, et minces près de l'extrémité, où l'efficacité aérodynamique était primordiale. Les pales de Kouznetsov suivaient une logique différente, avec des variations d'épaisseur qui semblaient contre-intuitives, mais s'avéraient essentielles pour gérer les schémas d'écoulement transsonique. Et la pale se vrillait de près de 90 degrés de la racine à l'extrémité,
avec un changement de pas qui variait de manière non linéaire selon un schéma qui défiait toute description mathématique simple. Ce vrillage était nécessaire pour maintenir un angle d'attaque optimal sur toute l'envergure de la pale, compensant le fait que différentes sections de la pale se déplaçaient à des vitesses très différentes. Mais la distribution spécifique de ce vrillage encodait des connaissances approfondies en aérodynamique transsonique que les ingénieurs soviétiques avaient développées à travers des années de tests exhaustifs. Mais la véritable innovation était encore plus radicale. Les hélices de Kuznetsov étaient conçues pour fonctionner en paires contrarotatives. Deux ensembles d'hélices complets, chacun avec 4 pales massives, seraient montés sur le même arbre, tournant dans des directions opposées. L'hélice avant mordrait dans l'air non perturbé, tandis que l'hélice arrière capterait l'énergie dans le sillage de l'hélice avant, récupérant l'efficacité qui serait autrement perdue dans les tourbillons. Ce concept n'était pas nouveau en principe. Les hélices contrarotatives avaient été essayées auparavant, notamment sur certains avions britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Supermarine Spiteful et le de Havilland Hornet avaient tous deux expérimenté des hélices contrarotatives, cherchant à extraire plus de puissance de moteurs à piston de plus en plus puissants. Mais ces conceptions avaient été en proie à la complexité mécanique et aux problèmes de fiabilité. Les boîtes de réduction nécessaires pour entraîner des hélices contrarotatives s'étaient avérées trop lourdes et trop fragiles pour une utilisation pratique. Les problèmes de vibration avaient causé de la fatigue du métal et des défaillances prématurées. La charge de maintenance avait été énorme. La solution de Kuznetsov fut de construire la boîte de réduction la plus sophistiquée jamais conçue. Le moteur NK12 tournait à près de 9000 tours par minute, une vitesse nécessaire pour extraire la puissance maximale de sa turbine compacte. Mais les hélices ne pouvaient pas tourner aussi vite. Elles se seraient désintégrées presque immédiatement. La boîte de réduction devait réduire cette vitesse de rotation à 750 tours par minute gérable, tout en transmettant 15 000 chevaux à l'arbre d'hélice. La boîte de réduction qui émergea du bureau d'études de Kuznetsov contenait plus de 100 engrenages de précision, chacun usiné à des tolérances mesurées en microns. L'ensemble pesait plus d'1 tonne et nécessitait son propre système de refroidissement dédié pour évacuer la chaleur générée par le frottement. L'huile circulait dans la boîte de réduction à des débits énormes, sa température et sa pression surveillées en continu par des capteurs dédiés. Toute défaillance de ce système de refroidissement signifierait la destruction de la boîte de réduction et la perte du moteur. Mais cela fonctionnait. Cela fonctionnait mieux que quiconque, y compris Kuznetsov lui-même, n'avait osé l'espérer. Quand le premier moteur NK12 complet tourna sur le banc d'essai à l'automne 1952, les instruments enregistrèrent des chiffres de puissance qui semblaient presque incroyables. 15 000 chevaux sur l'arbre, délivrés de manière fluide et fiable, dépassant de loin tout moteur d'avion qui avait existé auparavant. Le moteur qui résulta de ces efforts fut désigné NK12. Il produisait 15 000 chevaux, ce qui en faisait de loin le moteur turbopropulseur le plus puissant jamais construit. Ce record tient toujours aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard. Aucun autre moteur turbopropulseur ne s'en est jamais approché. Les moteurs turbopropulseurs les plus puissants suivants produisent peut-être 6 000 chevaux, moins de la moitié de la puissance du NK12. Pendant que Kuznetsov travaillait sur les moteurs, l'équipe de Tupolev concevait l'avion qui les porterait. Le Tu-95, comme il allait être connu, était un monstre selon les standards de toute époque. Son envergure s'étendait sur plus de 50 mètres, plus large qu'un Boeing 747, plus large que tout bombardier que l'Union soviétique avait jamais construit. Son fuselage mesurait plus de 46 mètres de long, un espace caverneux qui pouvait accueillir d'énormes réservoirs de carburant et une charge de bombes massive. Entièrement chargé, il pesait plus de 170 tonnes, plus de 2 fois le poids d'un B-29 Superfortress. La caractéristique la plus distinctive de l'avion était ses ailes. Bien qu'il soit conçu pour des vitesses approchant 800 km/h, le Tu-95 avait des ailes en flèche inclinées vers l'arrière à 35 degrés. C'était inhabituel pour un avion à hélice, presque sans précédent. En fait, les ailes en flèche étaient associées aux jets, aux chasseurs et bombardiers élégants qui commençaient à dominer l'aviation militaire. Mais Tupolev comprenait que des ailes droites conventionnelles créeraient trop de traînées aux vitesses qu'il visait. La flèche était nécessaire pour réduire la traînée à haute vitesse, mais elle créait des défis de maniabilité significatifs que l'équipe de Tupolev passa des mois à résoudre. Les ailes en flèche ont tendance à décrocher de manière imprévisible, les portions extérieures de l'aile perdant leur portance avant les sections intérieures. Cela peut faire rouler un avion soudainement et de manière incontrôlable, une caractéristique dangereuse à n'importe quelle vitesse, mais potentiellement fatale pendant les phases à basse vitesse du décollage et de l'atterrissage. Les ingénieurs de Tupolev développèrent des systèmes complexes de cloisons de couches limites, de becs de bord d'attaque et de volets de bord de fuite
pour gérer ses caractéristiques de maniabilité. Ils menèrent des centaines de tests en soufflerie, affinant la forme de l'aile jusqu'à obtenir un comportement acceptable sur toute l'enveloppe de vol. Le résultat fut une aile qui semblait trompeusement simple, mais qui encodait une sophistication d'ingénierie énorme dans sa forme. Le premier prototype fut achevé à l'été 1952, seulement 18 mois après la demande initiale de Staline. C'était un accomplissement presque miraculeux, étant donné la complexité de l'avion et la nature révolutionnaire de ses moteurs. Les agences de renseignement occidentales exprimeraient plus tard leur incrédulité face à la rapidité du développement soviétique, supposant que le programme avait dû commencer des années plus tôt que ce que les preuves disponibles suggéraient. Le vol d'essai fut programmé pour le 12 novembre, avec Tupolev lui-même observant depuis la tour de contrôle du centre d'essai en vol Joukovski à l'extérieur de Moscou. Joukovski était la principale installation d'essai aéronautique de l'Union soviétique, un vaste complexe de pistes, de hangars et de laboratoires qui avait vu les premiers vols de pratiquement tous les avions soviétiques importants depuis les années 1930. Sa piste principale avait été prolongée à plus de 4 km pour le programme 295, la plus longue d'Union soviétique. Le pilote était Alexeï Dimitri Perilev, un pilote d'essai décoré qui avait survécu à plus d'une douzaine de vols de prototypes au cours de sa carrière. Perilev avait 43 ans en 1952, les cheveux grisonnants et un calme qui l'avait bien servi dans d'innombrables situations d'urgence. Il avait piloté le premier prototype du 24, la copie soviétique du B-29. Il avait survécu à des incendies de moteurs, des défaillances structurelles et des dysfonctionnements de systèmes de commande qui auraient tué des pilotes moins expérimentés. Il était le choix évident pour cette mission des plus dangereuses. Alors que Perilev montait dans le cockpit ce matin-là, il savait qu'il était sur le point de piloter le plus grand et le plus puissant avion à hélice jamais construit. Il savait aussi que les moteurs totalisaient moins de 50 heures d'essai au banc entre eux, et que personne n'était entièrement sûr de ce qui se passerait lorsque les 4 seraient poussés à pleine puissance simultanément. Les pilotes d'essai vivaient avec le risque, l'acceptaient comme faisant partie de leur métier. Mais ceci était différent. C'était s'aventurer en territoire complètement inconnu. La course au décollage fut plus longue que prévu. Le 295 utilisa presque toute la longueur de la piste prolongée de Joukovski avant que son nez ne se soulève enfin du béton. Pendant plusieurs secondes à couper le souffle, l'énorme appareil sembla rester en équilibre au bord du décrochage, ses moteurs hurlant à pleine puissance, ses ailes luttant pour générer suffisamment de portance pour emporter son poids énorme dans le ciel. Tupolev, observant depuis la tour de contrôle, sentit son cœur s'arrêter de battre. Si l'avion s'écrasait maintenant avec sa pleine charge de carburant, l'explosion serait catastrophique. Puis, lentement, incroyablement, le 295 commença à monter. Son nez s'inclina vers le haut, ses roues quittèrent le sol. Le rugissement de ses moteurs changea de tonalité alors que l'appareil passait du roulement au sol au vol. Et Tupolev recommença à respirer. Perilev pilota l'avion pendant 47 minutes ce jour-là, ne montant jamais au-dessus de 3000 mètres ni ne dépassant 250 nœuds. Mais même dans ses limites conservatrices, les performances du Tu-95 étaient extraordinaires. L'appareil se comportait mieux que quiconque ne l'avait espéré. Ses commandes étaient réactives malgré son énorme taille. Les moteurs tournaient régulièrement, leur température et pression restant dans des limites acceptables tout au long du vol, et les chiffres de consommation de carburant, une fois calculés après l'atterrissage, suggéraient que l'autonomie prévue pourrait effectivement être atteinte. Au cours des mois suivants, le programme d'essai s'élargit. D'autres prototypes furent construits, intégrant les leçons tirées de chaque vol d'essai. D'autres pilotes furent formés, constituant un groupe d'équipages expérimentés qui comprenait les caractéristiques uniques du Tu-95. Progressivement, l'enveloppe de vol de l'appareil fut explorée et documentée, chaque essai poussant un peu plus loin dans l'inconnu. Il y eut des revers, bien sûr. Il y avait toujours des revers dans des programmes aussi ambitieux. Un prototype fut perdu lorsqu'une fuite de carburant provoqua un incendie moteur qui se propagea à l'aile. L'équipage s'éjecta avec succès, mais l'appareil fut détruit. Un autre subit une défaillance de boîte de vitesse qui força un atterrissage d'urgence sur un lac gelé, la seule surface suffisamment plate pour accueillir le bombardier endommagé. L'équipage survécut et l'appareil fut finalement récupéré et réparé. Mais l'incident mit en lumière la complexité mécanique du moteur NK-12. Et à chaque vol, les agences de renseignement occidentales s'intéressaient davantage à ce que les soviétiques construisaient. La CIA avait établi un vaste réseau d'agents et de systèmes de collecte technique focalisés sur les développements aéronautiques soviétiques. Les satellites espions étaient encore à des années dans le futur. Mais les avions de reconnaissance U-2 avaient commencé à survoler le territoire soviétique.
leurs caméras capturant des images depuis des altitudes que les défenses aériennes soviétiques ne pouvaient atteindre. Les premières photographies nettes du 295 parvinrent à Washington au printemps de 1954, prises par un avion espion U-2 volant à 70 000 pieds au-dessus d'un aérodrome soviétique au Kazakhstan. Les images étaient granuleuses et indistinctes. L'appareil apparaissait comme une forme vague sur le béton de la piste, mais elles suffirent à déclencher l'alarme dans tout l'establishment militaire américain. L'avion sur ces photographies était clairement énorme, plus grand que tout bombardier précédemment déployé par les soviétiques. Ses ailes en flèche suggéraient une capacité de haute vitesse, une surprise pour un appareil à hélice. Et ces étranges hélices, avec leur apparence distinctive de double disque, ne ressemblaient à rien de ce que les analystes américains avaient jamais vu. Chaque moteur dans sa nacelle semblait avoir 2 jeux complets de pales tournant en sens opposé. C'était déroutant, préoccupant et finalement terrifiant. La question qui consumait le bureau du renseignement scientifique de la CIA était simple. À quelle vitesse cet engin pouvait-il voler? La réponse à cette question déterminerait la gravité de la menace que le Tu-95 représentait pour le territoire continental des États-Unis, et l'urgence avec laquelle les défenses aériennes américaines devaient être améliorées pour le contrer. Les estimations initiales, basées sur l'hypothèse que les soviétiques utilisaient une technologie d'hélice conventionnelle, suggéraient une vitesse maximale d'environ 560 km/h. Ce serait rapide pour un avion à hélice, plus rapide que tout bombardier soviétique précédent, mais pas assez rapide pour échapper à la nouvelle génération d'intercepteurs à réaction américains déployés pour protéger le territoire national. Le F-86 Sabre, le F-100 Super Sabre et le futur F-104 Starfighter pouvaient tous dépasser 800 km/h. Un bombardier limité à 560 serait une proie facile. Mais quelque chose dans ces photographies tracassait les analystes. Les hélices semblaient anormales. Leur forme était inhabituelle, leurs proportions étranges, et il semblait y avoir 2 jeux complets de pales sur chaque moteur. Quelque chose qui n'avait aucun sens selon les pratiques de conception américaines standards. Les hélices contrarotatives avaient été essayées et abandonnées des années auparavant. Pourquoi les soviétiques ressusciteraient-ils un concept discrédité? La percée vint en 1955 lorsqu'un ingénieur soviétique transfuge fournit des descriptions détaillées du moteur NK-12 et de ses hélices contrarotatives. Le transfuge avait travaillé au bureau d'études de Kouznetsov et il apportait avec lui non seulement des descriptions verbales, mais des croquis approximatifs et des chiffres de performance qu'il avait mémorisés avant son évasion. Les informations étaient fragmentaires et techniques, certaines difficiles à vérifier, mais elles suffirent à forcer une réévaluation complète des capacités du 295. Si les affirmations du transfuge étaient exactes, le 295 pouvait croiser à plus de 800 km/h, le rendant presque aussi rapide que les premiers bombardiers à réaction. Son autonomie dépassait 13 000 km, suffisante pour frapper des cibles n'importe où aux États-Unis depuis des bases en Sibérie. Et ses moteurs étaient si puissants que l'appareil pouvait transporter une charge de bombes de plus de 15 tonnes, y compris les bombes à hydrogène massives que les 2 superpuissances développaient désormais. Les implications étaient stupéfiantes. Les États-Unis avaient basé toute leur stratégie de défense aérienne sur l'hypothèse que les bombardiers soviétiques seraient des cibles lentes, volant à haute altitude, pouvant être interceptés par des chasseurs décollant de bases à travers le pays. Le réseau radar existant, le corps d'observateurs au sol, le système complexe de bases de chasseurs et de centres de commandement, tout avait été conçu autour de cette hypothèse. Le 295 menaçait d'invalider tout cela. Pendant les années suivantes, comprendre le Tu-95 devint l'une des plus hautes priorités de la CIA. Des agents furent recrutés dans les usines aéronautiques soviétiques, chargés de voler des documents techniques et de faire sortir clandestinement des échantillons de matériaux et de composants. Des stations radars du monde entier furent chargées de suivre les vols des 295, mesurant leur vitesse et altitude pour vérifier les estimations de performance. Et des ingénieurs américains travaillèrent frénétiquement pour rétro-concevoir la technologie à partir des bribes d'informations qu'ils pouvaient rassembler. L'opportunité que les Américains attendaient vint en 1960, bien que pas de la manière que quiconque avait prévu. Elle vint non pas de l'espionnage, mais d'un accident, non pas de la planification, mais du hasard. Le 1er juillet de cette année-là, un Tu-95 soviétique effectuait une patrouille de routine au-dessus de la mer de Barents, les eaux glaciales entre la Norvège et la côte arctique soviétique. Ces patrouilles étaient devenues courantes en 1960. Les bombardiers soviétiques sondant régulièrement les limites de l'espace aérien de l'OTAN, testant la couverture radar occidentale et les temps de réaction. C'était un jeu dangereux qui se jouait au-dessus de certains des territoires les plus inhospitaliers de la Terre. Mais c'était une partie essentielle de la posture de la guerre froide. L'appareil en était à 12 heures de mission lorsqu'un de ses moteurs subit une défaillance catastrophique.
La cause exacte ne fut jamais déterminée. Les autorités soviétiques affirmèrent plus tard qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication dans une pale de turbine, tandis que les analystes américains soupçonnaient une fatigue du métal causée par les contraintes extrêmes du système d'hélice contrarotative. Quelle qu'en fût la cause, le résultat était clair. Le moteur explosa, projetant des éclats à travers l'aile et détruisant un réservoir de carburant. Le pilote, un commandant nommé Viktor Andreevitch Konstantinov, réagit instantanément. Il mit en drapeau le moteur endommagé, coupant le carburant et arrêtant la turbine pour éviter d'autres dommages. Il ordonna à son équipage de larguer l'équipement non essentiel, réduisant le poids de l'appareil pour compenser la perte de puissance. Et il dirigea l'avion vers la terre la plus proche, la côte norvégienne, espérant atteindre la terre ferme avant que le carburant restant ne s'épuise. Pendant les 2 heures suivantes, Konstantinov maintint le bombardier estropié en vol vers l'ouest, volant sur 3 moteurs tandis que le carburant fuyait du réservoir d'ailes endommagé. Son navigateur traça leur route avec une précision désespérée, calculant et recalculant leurs chances d'atteindre la Terre. Derrière eux, des navires de la marine soviétique se précipitaient pour les intercepter, espérant récupérer l'équipage avant qu'il ne tombe aux mains des Occidentaux. Mais les navires étaient trop loin, trop lents pour atteindre l'appareil avant qu'il ne s'abîme. Konstantinov réussit à maintenir l'avion en vol assez longtemps pour atteindre la côte norvégienne, où il effectua un atterrissage forcé contrôlé sur une plage isolée près de la ville de Vardø. L'atterrissage fut brutal, l'appareil dérapant sur le sable et les rochers, ses ailes s'enfonçant dans le sol meuble. Mais l'équipage survécut, avec des blessures mineures, sortant de l'épave tandis que des pêcheurs norvégiens regardaient avec stupéfaction depuis le village voisin. L'appareil lui-même était gravement endommagé, mais en grande partie intact. Le fuselage s'était brisé en 2 endroits, et les 2 ailes étaient froissées au-delà de toute réparation. Mais les moteurs s'étaient séparés relativement proprement de leur support. Et parmi les débris éparpillés sur cette plage norvégienne, se trouvaient plusieurs pales d'hélice complètes du moteur défaillant. Ces pales, chacune un chef-d'œuvre d'ingénierie soviétique, gisaient tordues et endommagées, mais reconnaissables sur le sable. La Norvège était membre de l'OTAN, et l'épave fut immédiatement déclarée d'intérêt vital pour le renseignement. Les autorités norvégiennes sécurisèrent le site du crash, postant des gardes pour empêcher les équipes de récupération soviétiques de retirer tout matériel. Des câbles diplomatiques volèrent entre Oslo, Washington et Moscou, chaque camp manœuvrant pour obtenir un avantage. Les soviétiques exigèrent le retour de leur appareil et de leur équipage, invoquant le droit international. Les Norvégiens temporisèrent, attendant les instructions de leurs alliés américains. Quelques heures après le crash, des avions de transport américains étaient en route vers la Norvège pour collecter les composants les plus sensibles. Des officiers de renseignement les accompagnaient, armés de listes d'éléments prioritaires et d'instructions pour récupérer tout ce qui pourrait révéler les secrets technologiques soviétiques. Les pales d'hélice furent parmi les premiers éléments à être chargés à bord, soigneusement enveloppés dans un rembourrage protecteur et sécurisés dans des caisses spécialement conçues. Elles arrivèrent à l'installation d'analyse technique de la CIA au Nevada 3 jours plus tard. Cette installation, officiellement désignée comme centre de recherche sous contrat, était en réalité l'une des installations les plus secrètes de la communauté du renseignement américain. C'était là que l'équipement soviétique capturé était examiné, analysé et rétroconçu. Les scientifiques qui y travaillaient avaient accès aux outils analytiques les plus avancés disponibles et aux habilitations de sécurité nécessaires pour manipuler les matériaux les plus sensibles. Et c'est là que nous trouvons le docteur Harold Weissman, debout dans son hangar réfrigéré, confronté à une pièce de technologie qui semblait défier tout ce qu'il savait sur l'aérodynamique. La pale avait été montée sur un support fabriqué sur mesure, positionné de manière à pouvoir être examiné sous tous les angles. De puissantes lumières illuminaient sa surface, révélant des détails invisibles à l'œil nu, et Weissman en fit lentement le tour, son esprit parcourant calculs et théories, essayant de comprendre comment cet objet impossible pouvait possiblement fonctionner. La forme de la pale était le premier mystère. Son angle de flèche extrême et sa distribution de vrillage complexe ne ressemblaient à rien dans l'expérience de Weissman. Lorsqu'il tenta de calculer l'efficacité théorique de la pale en utilisant les équations aérodynamiques standards, les chiffres qui en résultèrent étaient impossibles. Les équations prédisaient que la pale devrait produire une poussée négative à son plan de fonctionnement nominal, qu'elle devrait en fait ralentir l'appareil plutôt que le propulser vers l'avant. Évidemment, ce n'était pas le cas. Le 295 volait, et volait très bien. Il avait été observé par des stations radars occidentales croisant à des vitesses dépassant 800 km/h, transportant des charges de bombes qui auraient mis à l'épreuve occidentaux. Les équations étaient fausses, ou plutôt, elles étaient incomplètes.
Les Soviétiques avaient découvert quelque chose sur l'aérodynamique des hélices transsoniques que les ingénieurs américains avaient manqué. Weissman ordonna un examen physique détaillé de la pale. Son équipe effectua des mesures précises de chaque surface, chaque courbe, chaque variation d'épaisseur. Ils utilisèrent des comparateurs optiques pour cartographier le profil de la pale à des dizaines de stations le long de son envergure. Ils prélevèrent des échantillons du matériau, les soumettant à une analyse métallurgique pour déterminer la composition de l'alliage. Ils utilisèrent même la diffraction des rayons X pour examiner la structure cristalline du métal, cherchant des indices sur le processus de fabrication. L'analyse métallurgique révéla ses propres surprises. La pale était faite d'un alliage d'aluminium qui ne correspondait à aucune formulation soviétique connue. Il contenait des éléments traces, notamment de petites quantités de scandium et de zirconium, que les métallurgistes américains n'avaient jamais envisagé d'utiliser dans des applications d'hélices. Ces ajouts amélioraient apparemment la résistance de l'alliage à la fatigue, permettant à la pale de survivre à l'environnement de vibrations extrêmes du fonctionnement transsonique. Mais les mystères aérodynamiques étaient encore plus déconcertants. L'équipe de Weissman soumit de petites sections de la pale à des essais en soufflerie à des vitesses allant jusqu'à Mach 0,95, juste en dessous de la vitesse du son. Ce qu'ils observèrent contredisait tout ce qu'ils attendaient. À des vitesses transsoniques, des ondes de choc se formaient bien sur la surface de la pale, comme la théorie le prédisait. Mais au lieu de causer les pertes d'efficacité catastrophiques que les concepteurs américains avaient toujours observées, ces ondes de choc semblaient stabiliser l'écoulement, créant des configurations qui amélioraient en fait la production de poussée. La clé, réalisa progressivement Weissman, résidait dans la géométrie complexe de la pale. Les concepteurs soviétiques avaient découvert qu'en contrôlant soigneusement la distribution de la flèche et du vrillage le long de la pale, ils pouvaient gérer la formation des ondes de choc de manière qui améliorait réellement l'efficacité plutôt que de la détruire. La pale était conçue pour fonctionner dans un régime que les ingénieurs occidentaux avaient toujours évité. Un régime où les ondes de choc étaient présentes, mais contrôlées. C'était un changement de paradigme du plus haut ordre. Pendant des décennies, les concepteurs d'hélices avaient traité l'écoulement transsonique comme un ennemi à éviter à tout prix. Ils avaient conçu leur pale pour rester en toute sécurité en dessous des vitesses où les ondes de choc se formeraient, acceptant des performances réduites comme prix de la fiabilité. Les Soviétiques avaient adopté une approche complètement différente. Ils avaient embrassé l'écoulement transsonique, appris à travailler avec lui plutôt que contre lui, et ce faisant, avaient atteint des niveaux de performance que la théorie occidentale disait impossibles. Weissman et son équipe passèrent 3 mois à analyser cette pale. Ils effectuèrent des simulations informatiques utilisant les modèles mathématiques les plus avancés disponibles, luttant pour reproduire le comportement observé de la conception soviétique. Ils consultèrent des aérodynamiciens de la NASA, des laboratoires de recherche de l'armée de l'air, des universités de premier plan à travers le pays. Tout le monde était fasciné. Tout le monde était perplexe. Personne ne pouvait expliquer pleinement comment les concepteurs soviétiques avaient accompli ce qu'ils avaient accompli. Progressivement, une image émergea. Les concepteurs soviétiques s'étaient appuyés sur des travaux théoriques que les ingénieurs occidentaux avaient largement ignorés. À la fin des années 1940, un groupe de mathématiciens de l'Institut central d'aérohydrodynamique de Moscou avait publié des articles décrivant de nouvelles approches de la prédiction des écoulements transsoniques. Ces articles avaient été traduits et distribués en Occident, mais peu d'ingénieurs les avaient pris au sérieux. Les techniques mathématiques étaient inhabituelles et les conclusions semblaient contredire la pratique établie. Mais l'équipe de Kuznetsov avait pris ces articles très au sérieux. Ils avaient utilisé les nouvelles théories pour guider leur travail expérimental, développant des formes de pales qui exploitaient les idées contenues dans ces publications académiques obscures. Le résultat était une hélice qui fonctionnait dans un régime que les ingénieurs occidentaux avaient rejeté comme impossible, atteignant des efficacités que la théorie occidentale ne pouvait prédire. Les implications s'étendaient bien au-delà de l'aviation militaire. Les mêmes principes qui faisaient fonctionner les hélices du 295 pouvaient être appliqués aux avions commerciaux, rendant potentiellement les avions de ligne à hélice compétitifs avec les jets pour les routes de moyenne distance. Ils pouvaient être appliqués aux hélicoptères, améliorant l'efficacité des aéronefs à voilure tournante. Ils pouvaient être appliqués aux éoliennes, extrayant plus d'énergie du vent. Ils pouvaient être appliqués aux hélices marines, rendant les navires plus rapides et plus économes en carburant. Les Soviétiques n'avaient pas seulement construit un meilleur bombardier, ils avaient fait avancer la science fondamentale de l'aérodynamique des hélices d'une décennie ou plus. Le rapport final de Weissman, soumis au printemps de 1961, comptait plus de 400 pages d'analyse technique dense. La majeure partie reste classifiée à ce jour, bien que des portions aient été publiées grâce à des demandes d'accès à l'information. Mais ces conclusions peuvent être résumées simplement.
Les Soviétiques avaient accompli quelque chose de remarquable, quelque chose que les ingénieurs américains n'avaient pas cru possible, et les États-Unis devaient prendre la menace au sérieux. Le rapport recommandait un programme d'urgence immédiat pour développer des hélices américaines utilisant les principes révélés par la PAL soviétique. Il appelait à une recherche théorique élargie sur la gestion des écoulements transsoniques, et il avertissait que le Tu-95, loin d'être une conception obsolète pouvant être contrée avec les défenses aériennes existantes, représentait une menace sérieuse et durable pour la sécurité nord-américaine. L'histoire du Tu-95 ne s'arrêta pas avec cette analyse. Bien sûr, l'appareil continua d'évoluer au cours des décennies suivantes, avec des moteurs améliorés, une avionique mise à jour et de nouveaux systèmes d'armes. Les variantes ultérieures pouvaient transporter des missiles de croisière, étendant leur portée effective de milliers de kilomètres. Elles pouvaient être équipées de systèmes de guerre électronique qui aveuglaient les radars ennemis. Elles pouvaient être ravitaillées en vol, étendant encore leur autonomie déjà impressionnante. Le Tu-95 devint l'épine dorsale de la force de bombardiers stratégiques soviétiques, un rôle qu'il maintint tout au long de la guerre froide. Lorsque les tensions montaient entre l'Est et l'Ouest, des Tu-95 apparaissaient au large des côtes de l'Alaska, testant les défenses aériennes américaines et démontrant la portée soviétique. Les chasseurs de l'OTAN décollaient en urgence pour les intercepter, volant aux côtés des bombardiers massifs, tandis que les officiers de renseignement photographiaient chaque détail qu'ils pouvaient capturer. Ces rencontres devinrent un rituel de la guerre froide, une danse dangereuse que les deux camps comprenaient mais ne pouvaient arrêter. Plus remarquable encore, le Tu-95 vole toujours aujourd'hui. Des versions modernisées de l'appareil, désormais désignées Tu-95MS, restent en service dans l'armée de l'air russe plus de 70 ans après le premier vol du design original. Aucun autre avion de combat dans l'histoire n'est resté en service de première ligne aussi longtemps. Le B-52, le bombardier stratégique américain qui entra en service à peu près en même temps que le Tu-95, vole également toujours, mais son rôle a évolué de manière plus significative. Le Tu-95 accomplit encore essentiellement la même mission pour laquelle il fut conçu en 1951. Les moteurs NK-12, eux aussi, se sont révélés extraordinairement durables. Les versions modernes produisent encore plus de puissance que le design original, obtenu grâce à des améliorations progressives des matériaux et de la fabrication. Leur architecture fondamentale reste inchangée. Les mêmes hélices contrarotatives tournent toujours à des vitesses qui déchireraient des pales conventionnelles. Elles produisent toujours des chiffres de poussée qui semblent défier les lois de la physique, ou du moins, les lois telles que les comprenaient les ingénieurs occidentaux en 1951. Et dans les laboratoires de recherche du monde entier, les ingénieurs continuent d'étudier ces remarquables pales, découvrant encore des secrets que Kuznetsov et son équipe ont intégrés dans leur conception il y a plus de 7 décennies. Les outils informatiques modernes, bien plus puissants que tout ce qui était disponible dans les années 60, ont finalement permis aux chercheurs de modéliser entièrement les schémas d'écoulement complexes qui font fonctionner les hélices du NK-12. Ce qu'ils ont découvert confirme et prolonge l'analyse de Weissman, révélant des niveaux de sophistication que même lui n'avait pas pleinement appréciés. Mais l'histoire du Tu-95 ne se résume pas à une simple prouesse d'ingénierie. Elle parle des pressions extraordinaires de la guerre froide. La course désespérée entre superpuissances qui poussa les deux camps à repousser les limites de ce qui était techniquement possible. Elle parle d'hommes comme Tupolev, qui créèrent des chefs-d'œuvre de conception aéronautique, tout en vivant sous la menace constante du goulag, sachant que l'échec pouvait signifier l'emprisonnement ou la mort. Elle parle d'hommes comme Kuznetsov, qui résolurent des problèmes que le reste du monde croyait insolubles, travaillant dans des installations primitives, avec des ressources inadéquates, mais une détermination sans limite. Et elle parle d'hommes comme Weissman, qui eurent l'honnêteté intellectuelle de reconnaître le génie, même dans le travail d'un ennemi, et le courage de rapporter leurs découvertes, même quand elles contredisaient des hypothèses confortables. La guerre froide fut à bien des égards un concours d'ingénieurs autant que de soldats. Les batailles se livrèrent non seulement avec des armes, mais avec des idées, avec des innovations, avec la poursuite incessante de l'avantage technique. Le Tu-95 et ses hélices impossibles représentent l'une des réalisations les plus remarquables de ce concours. Un triomphe de l'ingéniosité sur les limitations, de la détermination sur le doute. Considérez un instant ce que ces ingénieurs soviétiques accomplirent, travaillant dans un pays dévasté par la guerre la plus destructrice de l'histoire humaine. Avec des ressources limitées et sous une pression politique constante, ils créèrent un avion qui surpassait tout ce que les États-Unis, riches et technologiquement avancés, pouvaient produire. Ils y parvinrent non pas en copiant les designs occidentaux, comme ils l'avaient fait avec le Tu-4, mais en repensant fondamentalement le problème à partir des principes de base. Les pales d'hélice en flèche du NK-12 n'étaient pas une amélioration progressive de la technologie existante. Elles constituaient une percée conceptuelle,
une nouvelle façon de penser l'interaction des pales rotatives avec l'air à haute vitesse. Cette percée nécessitait non seulement des compétences en ingénierie, mais une perspicacité scientifique du plus haut niveau. Les concepteurs soviétiques devaient comprendre l'aérodynamique transsonique mieux que quiconque au monde. Ils devaient développer des outils mathématiques qui n'existaient pas encore. Ils devaient mener des expériences qui repoussaient les frontières de la physique connue. Et pourtant, pendant des décennies, cette réalisation passa largement inaperçue en Occident. Le Tu-95 fut considéré comme une impasse technologique, un design obsolète que les soviétiques maintenaient uniquement parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de le remplacer. Le génie de ces hélices était caché derrière des barrières de classification et des préjugés de la guerre froide. Les ingénieurs occidentaux qui auraient dû étudier la réalisation soviétique l'ignoraient au contraire, convaincus que tout ce qui était produit par le système soviétique devait être inférieur. Ce n'est que ces dernières années, alors que des documents ont été déclassifiés et que d'anciens adversaires ont commencé à partager leurs connaissances techniques, que l'ampleur complète des réalisations aéronautiques soviétiques est devenue claire. Les ingénieurs qui conçurent le Tu-95 n'étaient ni arriérés ni peu sophistiqués. C'étaient des pionniers qui firent progresser leur domaine d'une manière dont le reste du monde tire encore des enseignements. Il y a ici une leçon qui dépasse l'aviation. C'est une leçon sur le danger de sous-estimer ses adversaires, de supposer que des ressources supérieures se traduisent automatiquement par une technologie supérieure. Les États-Unis, dans les années 50, avaient plus d'argent, plus de capacités industrielles et plus d'ingénieurs formés que l'Union soviétique. Et pourtant, dans ce domaine critique de la technologie militaire, ce furent les soviétiques qui réalisèrent la percée. Ce schéma se répéta tout au long de la guerre froide, dans des domaines allant de la fusée à la science des matériaux, en passant par la physique nucléaire. Maintes et maintes fois, les ingénieurs soviétiques produisirent des innovations qui surprirent et parfois alarmèrent leurs homologues occidentaux. L'hypothèse de la supériorité technologique américaine, bien que souvent justifiée, ne fut jamais aussi absolue que beaucoup le croyaient. Les hélices du Tu-95 démontrent également quelque chose d'important sur la nature même de l'innovation. Les technologies de rupture émergent rarement d'environnements de recherche bien financés et confortables. Elles émergent de la nécessité, de circonstances désespérées qui forcent les ingénieurs à remettre en question des hypothèses que des collègues plus prospères tiennent pour acquises. L'équipe de Kouznetsov n'avait pas d'autre choix que de faire fonctionner leurs hélices. L'échec aurait signifié non seulement un embarras professionnel, mais potentiellement l'emprisonnement ou la mort dans l'Union soviétique de Staline. Cette pression existentielle concentra leurs efforts et les poussa à envisager des solutions que des ingénieurs plus à l'aise auraient rejetées comme impossibles. La nécessité, comme dit le proverbe, est la mère de l'invention, mais elle est aussi la grand-mère de l'innovation de rupture. Il y a une part d'ombre dans cette observation, bien sûr. Le système soviétique, qui produisit ces remarquables ingénieurs, produisit aussi les goulags, les purges, les millions de morts qui entachent l'histoire russe. Tupolev lui-même passa des années dans un bureau d'études prison, créant des avions entourés de gardes et de barbelés. D'innombrables autres ingénieurs brillants n'eurent pas cette chance, leurs talents gaspillés dans des camps de travail ou terminés par des pelotons d'exécution. La brillance de l'ingénierie soviétique était inséparable de la brutalité de l'État soviétique. Mais les réalisations techniques demeurent, quel que soit le système qui les a produites. Le moteur NK-12 détient toujours ses records. Le Tu-95 effectue toujours ses patrouilles, et les principes découverts par l'équipe de Kouznetsov continuent d'influencer la conception des hélices dans le monde entier. L'histoire jugera sévèrement le système soviétique, comme il se doit. Mais l'histoire doit aussi reconnaître les véritables réalisations que ce système a produites, aussi entachée soit-elle par sa brutalité. En fin de compte, la chose la plus remarquable concernant les hélices du Tu-95 est peut-être la durée pendant laquelle elles sont restées mystérieuses. Pendant plus de 60 ans, ces pales ont tourné sur des avions qui s'approchent régulièrement de l'espace aérien de l'OTAN. Elles ont été photographiées d'innombrables fois, suivies par des stations radars sur 3 continents, analysées par des agences de renseignement dans des dizaines de pays. Les ingénieurs occidentaux ont eu de multiples occasions d'examiner des exemplaires écrasés ou capturés. Et pourtant, leurs secrets complets ne furent pas compris avant la fin des années 90, quand les ingénieurs russes publièrent finalement des articles techniques détaillés décrivant leur méthodologie de conception. Même alors, les chercheurs occidentaux eurent besoin d'années pour absorber pleinement les implications de ce que les soviétiques avaient accompli. Les formes de pales qui avaient semblé être des défauts de fabrication s'avérèrent encoder des aperçus profonds de l'aérodynamique transsonique. Les distributions de vrillage inhabituelles reflétaient des techniques d'optimisation sophistiquées que les méthodes occidentales ne pouvaient reproduire. Telle est la nature de la véritable innovation. Elle n'est pas toujours reconnue immédiatement, même par les experts du domaine.
Il faut du temps au reste du monde pour rattraper son retard, pour développer les cadres conceptuels nécessaires à la compréhension de ce qui a été accompli. Les concepteurs d'hélices soviétiques étaient, dans un sens très réel, en avance sur leur temps. Ils avaient découvert des principes que le reste du monde mettrait des décennies à apprécier. Aujourd'hui, les principes qu'ils découvrirent sont appliqués à de nouvelles générations d'avions. Les avions de ligne modernes à turbopropulseurs comme la série ATR et le bombardier Dash-8 utilisent des conceptions d'hélices qui auraient été impossibles sans les percées soviétiques des années 50. Les éoliennes incorporent des concepts de pales en flèche qui remontent directement au NK-12. Même les hélices des petits drones reflètent dans leur philosophie de conception le travail de Kuznetsov et de son équipe. Tel est l'héritage ultime des hélices impossibles du Tu-95. Pas les avions eux-mêmes, aussi impressionnants qu'ils demeurent, mais la connaissance qu'ils représentent. Les ingénieurs soviétiques qui conçurent ces pales ne construisirent pas simplement un meilleur bombardier. Ils élargirent les frontières de la compréhension humaine, pénétrant dans des régions de la physique que le reste du monde avait supposées interdites. Dans le silence réfrigéré de ce hangar du Nevada, le docteur Harold Weissman fut confronté à plus qu'un simple équipement soviétique. Il fut confronté aux limites de sa propre connaissance, aux hypothèses qui avaient contraint sa pensée pendant des décennies. Et dans cette confrontation, il trouva quelque chose de remarquable. La preuve qu'il y avait encore plus à apprendre, encore plus à découvrir, encore plus de possibles que quiconque n'avait imaginé. La guerre froide est terminée maintenant, et le monde qui produisit le Tu-95 est passé dans l'histoire. L'Union soviétique s'effondra en 1991, son économie épuisée par des décennies de compétition militaire avec l'Occident. Les usines où les moteurs NK-12 furent construits fonctionnent maintenant sous une direction différente, produisant des turbines pour l'aviation civile et la production d'énergie. Les bureaux d'études où Tupolev et Kuznetsov travaillèrent ont été réorganisés, privatisés et parfois abandonnés. Mais l'avion vole toujours, et ses hélices tournent encore à des vitesses qui semblaient autrefois impossibles. Elles restent, après toutes ces années, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Un rappel que les lois de la physique ne sont pas des barrières, mais des défis, pas des limitations, mais des invitations à découvrir quelque chose de nouveau. Et quelque part, dans des archives à Moscou, Washington et Londres, les rapports techniques reposent encore dans leurs dossiers classifiés, leurs secrets pas encore entièrement révélés. L'histoire des hélices du Tu-95 n'est pas encore complète. Il y a encore plus à apprendre. Il y a encore des mystères intégrés dans ces courbes complexes et ces distributions de vrillage inhabituelles que les chercheurs n'ont pas encore élucidées. Il y a toujours plus à apprendre. Le son de ces hélices, ce bourdonnement distinctif que les pilotes de l'OTAN apprirent à reconnaître et à respecter, résonne encore au-dessus de l'océan Arctique. C'est le son du génie de l'ingénierie, de l'innovation désespérée, d'une réalisation technologique qui changea le monde. C'est le son de la guerre froide, figé dans le métal en mouvement, tournant encore après toutes ces années. Certains disent que le Tu-95 est l'avion le plus bruyant jamais construit. Ces hélices contrarotatives tournant à la limite de la vitesse sonique créent une signature acoustique unique qui peut être détectée par des sous-marins à des centaines de pieds sous la surface de l'océan. Ce bruit, autrefois considéré comme un défaut de conception, devint presque un avantage pendant la guerre froide. Les bombardiers soviétiques n'avaient pas besoin de cacher leur approche. Leur présence était un message en soi, un rappel de la puissance soviétique qui ne pouvait être ignorée. Et pour ceux qui comprennent ce qu'ils entendent, c'est le son de la possibilité, le son de choses impossibles rendues réelles, le son d'esprits humains refusant d'accepter les limitations, poussant toujours en avant, toujours vers le haut, toujours vers l'impossible. Tel est le véritable héritage du Tu-95. Pas la terreur, mais l'émerveillement. Pas la menace, mais l'accomplissement. Pas la peur de la guerre froide, mais sa créativité féroce, brillante, irrépressible. Les mêmes pulsions humaines qui produisirent des armes de destruction massive produisirent aussi des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Les mêmes pressions qui menaçaient de détruire la civilisation poussèrent aussi les ingénieurs à transcender les limites de la physique connue. Les hélices continuent de tourner, les secrets continuent de se révéler, et l'histoire continue, comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours. Aussi longtemps que les humains regarderont des choses impossibles et refuseront de croire qu'elles ne peuvent être faites. Les ingénieurs qui conçurent ces pales sont pour la plupart partis maintenant, leur nom oublié de tous, sauf des spécialistes. Kuznetsov mourut en 1995, ayant vécu assez longtemps pour voir le système soviétique qu'il avait servi s'effondrer autour de lui. Tupolev était décédé des décennies plus tôt, en 1972, travaillant encore sur de nouveaux designs presque jusqu'à son dernier souffle. Les pilotes d'essai, les ouvriers d'usine, les mathématiciens qui contribuèrent au programme se sont tous effacés dans l'histoire. Mais leur travail demeure, tournant à travers le ciel arctique,
un monument à ce que des esprits déterminés peuvent accomplir quand l'échec n'est pas une option. Chaque rotation de ces hélices contrarotatives est un hommage à leur génie. Un mémorial plus durable que n'importe quelle statue ou plaque. En fin de compte, c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Pas l'aérodynamique, pas la politique, pas la technologie elle-même, mais la simple vérité que les choses impossibles deviennent possibles quand nous refusons d'accepter qu'elles ne peuvent être faites. Les hélices du Tu-95 défièrent l'aérodynamique. Elles défièrent les attentes. Elles défièrent le consensus des plus grands ingénieurs du monde. Et ce faisant, elles changèrent ce que nous savions être possible. Elles ouvrirent des portes qui semblaient définitivement fermées. Elles prouvèrent que la sagesse acceptée des experts n'est pas toujours sage, que les frontières tracées par les autorités ne sont pas toujours des frontières. Elles continuent de le changer aujourd'hui. Chaque fois qu'un ingénieur regarde un problème qui semble insoluble et demande s'il pourrait y avoir une autre approche, l'esprit de l'équipe de Kuznetsov perdure. Chaque fois qu'un concepteur remet en question une hypothèse que tout le monde tient pour acquise, il suit les traces de ses pionniers soviétiques. Chaque fois que quelqu'un tente quelque chose que les experts disent impossible, il rend hommage aux ingénieurs qui prouvèrent que les experts avaient tort. Chaque fois qu'un avion moderne décolle avec des pales d'hélice en flèche, chaque fois qu'une éolienne récolte l'énergie d'une rafale en utilisant des principes découverts pour la première fois dans un laboratoire soviétique, chaque fois qu'un ingénieur regarde un problème et pense « peut-être y a-t-il une autre façon », l'héritage de ces hélices impossibles perdure. C'est ainsi que fonctionne le progrès. Pas en courbe lisse, mais en bond soudain. Pas par consensus, mais par défi. Pas en acceptant les limitations, mais en refusant d'y croire. L'histoire de la technologie est remplie de réalisations qui semblaient impossibles, jusqu'à ce que quelqu'un les accomplisse. Et puis soudain, elles devinrent évidentes, inévitables. Le nouveau fondement sur lequel le progrès futur serait construit. Les ingénieurs de la CIA dans ce hangar du Nevada comprirent cela finalement. Ils vinrent à leur analyse, s'attendant à trouver l'arriération soviétique, des tentatives primitives de copier la technologie américaine. Au lieu de cela, ils trouvèrent le génie. Ils trouvèrent l'innovation. Ils trouvèrent la preuve que l'avenir pouvait venir de n'importe où, pouvait surprendre n'importe qui, pouvait tout changer en un instant. Ils apprirent l'humilité, une leçon rare et précieuse dans les couloirs confiants du pouvoir américain. Telle est l'histoire des hélices du Tu-95. Pas seulement une histoire de compétition de la guerre froide, mais une histoire du potentiel humain. Une histoire qui nous rappelle que l'impossible n'est impossible que jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Une histoire qui parle de quelque chose de fondamental dans l'esprit humain. Le refus d'accepter les limitations. La volonté de pousser au-delà de ce qui est connu vers ce qui pourrait être possible. Les hélices continuent de tourner, les leçons continuent d'enseigner et l'avenir continue d'arriver. Une innovation impossible à la fois. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que quelqu'un vous dira que quelque chose ne peut être fait. Souvenez-vous des ingénieurs dans leur laboratoire gelé, travaillant toute la nuit avec un équipement inadéquat et une détermination sans limite. Souvenez-vous des pilotes dans leur cockpit non testé, risquant leur vie pour prouver qu'un design impossible pouvait voler. Souvenez-vous des analystes dans leur hangar réfrigéré, confrontés à un génie qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Souvenez-vous du Tu-95 volant encore après 70 ans, portant toujours ses hélices impossibles à travers le ciel arctique. Souvenez-vous du son de ses pales, ce bourdonnement distinctif qui terrifiait autrefois l'Occident, qui sert maintenant de rappel de ce que l'ingéniosité humaine peut accomplir. Souvenez-vous que chaque limitation n'est qu'un problème attendant d'être résolu. Chaque impossibilité n'est qu'une innovation attendant d'être découverte. Chaque non n'est qu'un oui qui n'a pas encore été trouvé. Les frontières que nous acceptons ne sont pas des lois de la nature, mais des échecs de l'imagination. Les limites auxquelles nous croyons ne sont pas absolues, mais temporaires, attendant d'être surmontées par quelqu'un d'assez audacieux pour essayer. Tel est l'héritage de l'avion le plus remarquable de la guerre froide. Tel est le message encodé dans chaque rotation de ces pales extraordinaires. Voilà ce que les hélices du Tu-95 ont encore à nous enseigner toutes ces décennies plus tard. L'impossible n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est que le commencement. Et quelque part au-dessus de l'Arctique, les hélices continuent de tourner, attendant la prochaine génération d'ingénieurs pour découvrir leurs secrets, pour pousser au-delà de ce qu'ils ont accompli, pour trouver la prochaine chose impossible et la rendre réelle. L'histoire continue, les hélices continuent de tourner, et l'impossible continue de devenir possible, une révolution à la fois. Ce bourdonnement que vous entendez résonner à travers l'océan gelé n'est pas seulement le son d'un vieux bombardier en patrouille, c'est le son de la possibilité elle-même, nous rappelant que les limites que nous acceptons ne sont que les limites que nous choisissons. C'est le son de l'histoire encore en train de s'écrire, encore en train d'être réécrite, encore en train d'être défiée par ceux qui refusent de croire en l'impossible. C'est le son de l'avenir nous appelant vers l'avant. Écoutez attentivement.
Les hélices tournent encore.